La transition énergétique ne se décrète pas. Elle s'invente, se teste, se confronte au réel. Elle avance portée par celles et ceux qui conçoivent des solutions durables, réinventent les usages, relient l'innovation technologique aux besoins réels des citoyens. Chez Zéro Carbone Émission, nous accompagnons ces ruptures discrètes qui deviennent des bascules majeures. Zéro Carbone Émission, c'est le lieu où ces voix se racontent. Je suis Raphaël Donofrio, mon but, faire entendre ceux qui agissent. Bonjour Guillaume, bienvenue. Bonjour. Très content de vous recevoir. Vous êtes le président de la société Moverbase. Absolument. Et voilà, est-ce que vous pouvez présenter votre société très succinctement ? Eh bien, bonjour, donc oui, je suis Guillaume Buffet, je suis le fondateur d'une tech qui s'appelle Motherbase, qui est un outil en SaaS, comme on dit, c'est-à-dire auquel on accède sur Internet, qui permet d'identifier de façon automatique tous les écosystèmes d'innovation un peu partout dans le monde. Donc, pour faire simple, Motherbase, c'est un moyen de trouver les startups qui répondent aux problèmes qu'on a à un moment donné. On vit dans un monde aujourd'hui qui est d'une complexité inouïe, qui est interconnecté, où personne ne sait de quoi sera fait demain. Et parallèlement à ça, il y a des centaines de milliers de startups dans le monde qui explorent autant de solutions. Et grâce à Motherbase, je peux trouver chacune de ces startups, chacune de ces solutions, en partant de mes problèmes à résoudre. Merci beaucoup. Très content l'échange va être riche. Eh bien, oui, j'ai l'impression qu'on a quelques sujets Et justement, alors, la première question que je vais vous poser, c'est que on va parler de la vision mondiale des startups via Moverbase, le Tech and Fest. On va parler particulièrement le village de la décarbonation, et puis l'impact réel de l'innovation sur l'environnement. Et grâce à votre analyse globale, quelles sont les tendances environnementales ou technologiques vertes les plus prometteuses que vous avez vues émerger ces dernières années ? Alors ça, c'est une sacrée question. C'est une sacrée question. C'est une sacrée question parce que... Ça démarre fort. Non, mais aujourd'hui, vous voyez, dans Motherbase, rien que sur le territoire français, je dois avoir pas loin de 2000 startups qui interviennent dans les transitions environnementales au sens large, que ce soit autour des sujets de décarbonation, de green tech, de nature tech, comme on dit. Donc, trouver celle qui est la plus incroyable, c'est difficile. Je répondrai en disant qu'en fait... vous voyez, autour des sujets de transition, de façon générale, quel que soit le problème, il y a des startups qui explorent. Donc, pour trouver un moyen de résoudre les problèmes dans les océans, il y a des centaines de startups qui ont des solutions. Pour résoudre les problèmes de transformation de l'agriculture, il y a des startups qui ont inventé des solutions, mais absolument hallucinantes, pour remplacer les intrants artificiels par une évolution de l'agriculture elle-même. Pour ce qui est, on va en parler longuement, de la décarbonation, qu'on résume souvent à des questions d'énergie, en fait, il y a plus de 800 startups en France qui amènent autant de solutions, à la fois pour trouver des nouvelles matières premières, pour concevoir différemment ces produits, pour les fabriquer différemment. Bref, c'est extrêmement difficile, parmi tous ces sujets, de prendre un exemple particulier. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Agriodor, par exemple. Mais c'est une start-up qui a inventé un système pour que les plantes développent une odeur particulière qui repousse les nuisibles. Et comme ça, il n'y a plus besoin de mettre des pesticides à l'intérieur des champs. Donc, vous voyez, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que très souvent, on réduit le sujet des startups à de la tech qui inquiète beaucoup. Or, en fait, il y en a un nombre incroyable qui sont justement en capacité de limiter l'impact de ce que l'on produit vis-à-vis de la planète. Et donc, en fait, qui sont elles-mêmes green par nature, j'allais dire. D'accord. Merci, super. La deuxième question qu'on avait imaginé vous poser dans le cadre de votre expertise, c'est aujourd'hui, vous êtes le meneur du village de la décarbonation au Tech and Fest. Et selon vous, qu'est-ce que cet événement, moitié salon pro, moitié festival, apporte de différent dans la manière de faire émerger ou de valoriser l'innovation environnementale, effectivement ? Alors peut-être un petit mot sur Tech and Fest déjà, parce que on va cette année avoir la 3e édition de Tech and Fest. Vous savez, c'est un événement qui a été initié par le Dauphiné Libéré à l'origine, mais qui a
qui a organisé autour de lui tout un écosystème d'acteurs extrêmement dynamique. Moi, j'ai rencontré les équipes fondatrices au tout début et j'ai été hyper inspiré, en particulier par une phrase de Benjamin Coron qui m'a dit la tech ne sauvera pas le monde, mais le monde ne sera pas sauvé sans elle. Et j'ai trouvé que cette posture était extrêmement intéressante parce que ça oblige à rechercher et ça oblige aussi à être relativement modeste et avoir un vrai esprit critique sur ce qu'on est en capacité de faire. Donc c'est sans doute déjà un premier moyen de dire en quoi Tech and Fest est différent de beaucoup d'autres expositions pour lesquelles la tech est une fin et un début et tout est extraordinaire et incroyable. C'est pas du tout l'esprit de Tech and Fest. Tech and Fest, c'est donc un événement qui a lieu donc cette année, c'est 4 et 5 février donc 2026 à Alpexpo. C'était exactement au même moment les 2 années précédentes et ça réunit des gens qui sont à la fois là pour s'interroger, mais qui sont aussi là pour trouver des solutions. Et on en a parlé off the record ensemble avant. Une solution, ça ne s'impose pas. Une solution, elle est là pour répondre à des problèmes. Et ça va être un moyen de vous en dire un petit peu plus sur ce village de la décarbonation et notre démarche qui est en effet très atypique, parce que au lieu de dire « c'est génial, il y a plein de startups, venez les rencontrer », on a une démarche qui commence par aller voir les entreprises, les industriels, les acteurs de la montagne cette année, pour leur dire « c'est quoi vos problèmes ?» Nous, notre job, c'est d'apporter des solutions autour de la décarbonation. Moi, je gère le village de la décarbonation de Tech and Fest. Mais en amont, on va voir les acteurs et on leur dit, c'est quoi votre problème sur la décarbonation ? Parce que le sujet est extrêmement vaste. Encore une fois, on pourrait dire, moi, c'est substituer des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Mais ça peut être aussi repenser la façon de concevoir mes produits. Ça peut aussi dire, je suis trop dépendant de telle matière première et qui est extrêmement gourmande en carbone, et est-ce que je pourrais trouver une autre façon de le faire ? Ou ça peut aussi être, je vous disais que cette année, on va avoir un gros focus sur les territoires de montagne. Comment est-ce que, en tant que station de ski, je limite mon impact ? Alors, en tant que station de ski, en France, on a la chance d'être quasiment en énergie décarbonée, parce que vous savez, c'est de l'énergie nucléaire en France qui est très, très, très peu émettrice de carbone. En revanche, il y a beaucoup de transport dans les stations de ski. Il y a du damage. Et ça, c'est des acteurs qui utilisent des énergies traditionnelles. Donc, il y a plein de problèmes à résoudre. Et donc, actuellement, on est en train de rencontrer ces acteurs-là pour leur demander qu'est-ce qui coince, quels sont les points sur lesquels vous n'arrivez pas à avancer. Et grâce à ces retours, on met ça dans la machine, dans Motherbase, et ça va nous chercher les startups qui amènent des solutions concrètes, opérationnelles, fonctionnelles aux problèmes identifiés par les industriels. Donc l'année dernière, c'était très, très orienté industrie et industrie lourde. Et puis là, on met un focus sur les territoires de montagne cette année. Ouais, c'est très bien. C'est très inspirant, en tout cas, et ça, c'est vraiment chouette. Et puis surtout, c'est très surprenant parce que, je vais reciter un exemple. L'année dernière, donc on réunit des industriels. On leur demande c'est quoi vos problèmes. Et il y en a 3 qui nous disent mon problème, c'est que j'ai voulu mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit de mon usine et c'est mon assureur qui me l'a interdit. Mais tant qu'on ne vous l'a pas raconté, on ne peut pas imaginer que ce serait une bonne idée d'aller regarder les startups qui inventent des produits d'assurance nouveaux pour des industries en particulier, parce que moi, je n'avais pas associé décarbonation et assurance. Et pourtant, un des points de blocage de la décarbonation de l'industrie via le photovoltaïque, c'est des questions d'assurance. Donc voilà, donc s'orienter problème, c'est un moyen d'être super inspiré en termes de solutions et surtout de faire à la fin qu'il y ait un vrai match entre... Donc l'année dernière, il y a eu 25 000 visiteurs sur Tech and Fest. Ça grouillait sur le village de la décarbonation, on était même un peu serré. Donc il y a eu un match extraordinaire entre tous ces visiteurs et nos startups qui étaient présentes. Il y a eu 850 rendez-vous en 2 jours. Et surtout 180 projets qui se sont montés de la rencontre de ces startups et des industriels. Et ça, c'est hyper inspirant et satisfaisant. C'est très intéressant. Ça a inspiré d'ailleurs beaucoup d'acteurs, dont BPI France qui était présent. Donc Nicolas Dufour qui était là à visiter le village de la décarbonation. Il a dit, mais c'est génial ce que vous faites, on ne peut pas faire des choses ensemble, etc. Enfin voilà, ça file la pêche. Comme quoi, dans un monde actuel un peu tristoun parfois et angoissant,
y compris sur des sujets compliqués comme la décarbonation, il y a de quoi donner de l'énergie positive à tout le monde. Oui, parce que en fait, vous êtes complémentaires au pôle de compétitivité, je trouve. On est Je complémentaires et très proches d'ailleurs. Très proches. Des pôles, des SAT, Tout à fait. qu'on a engagés dans notre démarche parce que même si j'ai une tech extraordinaire avec Motherbase, même si ça s'appuie sur 5 ans de R&D en intelligence artificielle, et on pourra peut-être en reparler d'ailleurs sur les limites ou les questions de responsabilité de l'IA, c'est super important d'avoir autour de nous un écosystème de partenaires, des territoires. L'année dernière, on a marché main dans la main avec le Grand Annecy, avec la métropole de Grenoble, et avec un certain nombre de SAT, de pôles de compétitivité, avec Team for the Planet, par exemple, aussi, qui nous ont aidés à créer le climat de confiance qu'il fallait avec leurs startups pour trouver là aussi les bonnes solutions au-delà de leur présentation, quoi. Donc oui, en effet, on est très complémentaires au pôle de compétitivité. Et effectivement, je pense que je connais la réponse, mais c'est vrai que la question est une très bonne question. C'est est-ce que, à votre avis, tout ça, c'est devenu indispensable de relier le monde économique, le monde institutionnel, Motherbase. Effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, ce lien-là que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qui est devenu vraiment indispensable à votre sens? On ne peut pas être chacun dans son domaine de prédiction, dans son silo. Certain. On va dire, voilà. C'est certain, mais c'est-à-dire que, encore une fois, dans Motherbase, j'ai 200 000 solutions dans le monde. Aucune entreprise n'est en mesure d'avoir une idée de ces 200 000 solutions. Donc, en fait, la culture habituelle, c'est de se dire, mon père faisait comme ça, mon grand-père faisait comme ça, je vais faire comme ça. On bosse avec quelques partenaires, toujours les mêmes. On fait des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, des appels à ce que vous voulez. C'est toujours les mêmes qui répondent. Et donc, en fait, on s'interdit d'aller découvrir le reste. Mais parce que c'est super long, c'est hyper compliqué, et puis c'est risqué. Et donc, mon métier avec Motherbase, c'est justement de permettre de voir plus large, de voir plus loin, de découvrir des écosystèmes que l'on n'aurait pas pu découvrir sinon, grâce à l'IA, et ensuite de réfléchir au rôle du tiers de confiance. Pourquoi est-ce que je vais aller bosser plutôt avec celui-là qu'avec tel autre, etc. Mais au moins se laisser la liberté d'aller découvrir tout ce qui est en train de changer dans notre monde. Et vous avez raison, c'était l'une des missions des pôles de compétitivité, en tout cas de favoriser l'émergence de ces acteurs. Mais ce n'est pas forcément leur job de faire la plateforme de mise en relation. Et puis fois 53, parce qu'il y en a 53 sur 53 thématiques dans 53 territoires différents en France. Ce n'est pas toujours facile à mailler. Donc voilà, donc la tech et l'IA en particulier au service de ces questions-là, c'est super intéressant. Et je parlais des sociétés d'accélération et de transfert de technologie, les SAT aussi. Elles aident des chercheurs qui, historiquement, avaient une approche très de public. Je fais de la recherche publique, qui découvrent des opportunités, et elles aident ces chercheurs à faire de ces innovations des produits qui, un jour, seront sur l'étagère. Mais le chemin, il est long. Et donc, là aussi, créer le lien avec le monde de l'entreprise pour donner envie aux chercheurs de fabriquer des produits qui soient achetables, et puis permettre aux entreprises de se rendre compte que la recherche, c'est hyper intéressant. C'est aussi des sujets hyper inspirants. Et ça fait bien partie aussi de l'esprit de Tech and Fest. Il y a une place très importante qui est donnée au monde de la recherche à Tech and Fest parce que c'est hyper inspirant d'écouter les chercheurs. Mais souvent, on a du mal à se parler entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très intéressant. Et justement, on parle d'IA. Alors justement, si on se projette dans 5 ans, justement, à votre avis, qu'est-ce que l'IA peut apporter à votre avis, qu'est-ce que l'IA pourrait apporter dans cette transition environnementale comment je veux aller un peu plus dans la question parce que c'est un peu vaste. Donc j'essaie de trouver, on va dire en termes si on parle d'usage, en termes d'usage, qu'est-ce que l'IA pourrait apporter, qu'est-ce qu'elle apporte actuellement d'ailleurs. Effectivement, moi je suis très dans l'IA, comme vous le savez, mais qu'est-ce qu'elle pourrait apporter chez Motherbase et par rapport à toutes les startups que vous voyez,
si vous faites un peu de prospective, qu'est-ce que ça va apporter? Peut-être par exemple, je vais vous donner un exemple très simple est-ce que ça va accélérer les projets, donc accélérer effectivement les nouveaux produits ou les nouvelles façons ça va faire émerger de nouvelles façons sociologiques de consommer, vous voyez, Faudrait qu'on demande c'est très vaste, hein, mais ouais, il faudrait qu'on demande au chat de Mistral ce qu'il en pense. là, c'est Non, ça. je suis intimement persuadé, enfin, c'est même, pour le coup, c'est même pas de la prospective parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. L'IA amène le meilleur et le pire. Euh, J'avais hier un message sur LinkedIn d'un jeune créateur d'entreprise, en résumé, qui me disait ton site web et ta communication, c'est nul, parce que ça ressemble pas à ce que font les autres acteurs de ton secteur. J'ai lu son message, j'ai immédiatement décrypté que derrière, il y avait une IA. Et donc, je lui ai répondu de façon un peu ironique qu'en tant que créateur d'entreprise, il ferait mieux d'utiliser son cerveau qu'une IA pour faire de la prospection parce que son message était justement nul. Parce que quand on vient du monde de la communication, on sait que l'essentiel, c'est de se différencier. Or, l'IA, aujourd'hui, ce qu'elle fait, elle fait de la statistique. Vous savez, tous les outils d'IA générative, leur job, c'est d'analyser un gigantesque corpus d'informations, par définition du passé, puisque ces informations doivent être disponibles, et d'en faire une analyse probabiliste pour dire que la réponse la plus probable, c'est celle-là. Et donc, ça nivelle et ça norme tout. Donc, vous demandez à une IA qu'est-ce qu'il faut faire pour être une super boîte à destination des pôles de compétitivité, il va vous répondre la norme de tout ce que les autres ont déjà fait. Et donc, c'est d'une banalité à crever. Et donc, le message que j'ai reçu était d'une banalité à crever. Donc, voilà, l'IA, ça peut être le pire. C'est-à-dire que ça rend... Tout le monde a l'impression d'être très intelligent dans ce qu'il dit et en fait, répond l'élément statistique attendu. A contrario, on le disait tout à l'heure, le cerveau humain est dans l'incapacité d'explorer la richesse du monde qui nous entoure. Et plus on explore et plus on découvre et plus c'est intéressant. Ce qui m'anime, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Motherbase à l'origine, c'est que si je prends les acteurs du conseil qui accompagnent les entreprises dans leur sujet de transition, là aussi, ils ont une vision, ils ont des œillères, une vision réduite du sujet. Si tous les jours, on peut casser ces œillères, on peut explorer beaucoup plus large, et on peut trouver des solutions, non pas parce qu'elles sont déjà connues, mais parce qu'elles amènent quelque chose d'incroyablement nouveau, là, ça devient hyper intéressant. Et l'IA peut permettre ça, et c'est ce que l'on en fait nous, c'est-à-dire d'explorer en permanence. On met à jour entre 4 et 5 000 fiches d'acteurs de l'innovation par nuit dans Motherbase. C'est évident qu'aucun être humain ne serait en capacité de faire ça. Donc, on s'inspire de façon extraordinaire tous les jours. Donc, l'IA aujourd'hui, c'est à la fois extraordinaire parce que ça permet à tout le monde de découvrir l'incroyable intelligence humaine ou créativité des entrepreneurs. Et puis, extrêmement triste parce que je fais souvent un espèce de parallèle qui consisterait à dire imaginons que ChatGPT était inventé il y a 1 million d'années et qu'on demande il y a 1 million d'années à ChatGPT de faire en sorte que le machin, qui est le grand singe, en train de devenir quelque chose qui nous ressemble un petit peu à l'époque, donc on lui demande de faire en sorte qu'il soit amélioré. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous serions très poilus, on ferait 4 ou 5 mètres de haut, on grimperait en haut des arbres en 1/10 de seconde, mais on resterait des grands singes. Le saut créatif, l'accident qui fait l'évolution, n'existe pas dans l'IA. C'est de la statistique la plus probable de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, le côté qui fait que j'aime les gens avec qui je travaille au quotidien, que j'adore partager avec des gens, c'est la créativité, c'est la surprise, ça n'est pas la statistique. Donc je suis un acteur de l'IA qui déteste la pauvreté de ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc on peut en attendre le meilleur comme le pire. Et si on multiplie le pire par le certain de la consommation électrique,
catastrophique que ça génère pour des usages d'une bêtise à pleurer, il est temps qu'on repense la façon dont on utilise nos outils d'intelligence artificielle. Il faut les penser au service de notre environnement, de la planète, du monde de demain, et non pas pour se faire des caricatures débiles de soi sous blister qu'on partage sur les réseaux, parce que c'est désespérant. C'est juste désespérant. Je comprends. Moi, alors, juste pour... Oui, par exemple, moi, je dis souvent que je vois ce qui se passe actuellement avec l'IA, qui est effectivement un outil juste génial, qui reste un outil, je pense. Et ce que je me dis, quand je prends du recul sur... même quand je fais des commandes et que j'ai des résultats, que ce soit... c'est qu'on oublie souvent le fond. En fait, le problème, c'est que l'outil est tellement puissant qu'on peut on va pouvoir faire 500 vidéos. Et en fait, on va en oublier le fond de ce qu'on voulait... je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, de ce qu'on voulait dire à la base. Et ça revient dans les... Vous savez, c'est un peu comme... je vous fais un exemple très, très concret actuellement des entrepreneurs, parce qu'on travaille aussi, on fait le podcast pour les entreprises. J'ai fait un parallèle aujourd'hui au visio. Avant, quand on se déplaçait, alors c'est très bien la visio, parce que ça permet de plus se déplacer en TGV, ça permet de rester sur place et de gagner du temps pour sa famille, pour plein de choses. Mais finalement, vu que c'est la visio, on peut en faire infiniment, on se rend compte que pour le même projet, avant, quand on montait une fois à Paris, quand on arrivait et qu'on faisait le boulot, on se disait, effectivement, bon, bah là, on va régler le problème dans la journée parce que j'ai pas envie de remonter 3 fois à Paris. J'ai autre chose à faire. Et avec la visio, j'ai l'impression que le même sujet, aujourd'hui, alors qui devrait aller plus vite, prend 3 fois plus de temps parce qu'on en oublie les objectifs. Et je crois que les objectifs de base, donc on va dire, oh, de toute façon, on en fera une autre, on en fera une autre. Il y a un même sujet qui devrait prendre une semaine, il va prendre 3 mois parce qu'effectivement, c'est de la perte de temps. Et en fait, on perd encore plus de temps qu'avant. Et je me dis, on dirait que dans l'IA, c'est un petit peu pareil. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Mais je partage avec vous l'interrogation que l'on doit apprendre aux gens. Il faut que l'on réapprenne aux gens à apprendre l'esprit critique. Parce que, encore une fois, vous avez raison sur la forme et le fond. Dans la forme, l'IA générative, donc c'est un outil statistique, mais qui vous répond sous forme d'un document extrêmement structuré, pour le coup, en général, très bien écrit, facile à lire, qui est la vérité. Tout à fait. Alors que ça n'est jamais que la statistique la plus probable de ce qui s'est déjà passé jusqu'à présent. Et alors que certains l'exploitent pour mettre en forme des contre-vérités patentes. Mais comme c'est extrêmement bien présenté, eh bien c'est très facile à digérer et à absorber sans se poser de questions. Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est de faire en sorte que chacun d'entre nous soyons en capacité de prendre du recul par rapport à chacun de ces messages de plus en plus nombreux, de mieux en mieux structurés qu'on vous envoie pour se dire, est-ce que ça a eu du sens ? C'est ça. Il y a quelques mois, j'étais dans une très grande conférence dans le monde de la banque à Paris. Un ancien ministre, que je ne citerai pas, intervient sur scène. Il a écrit un bouquin autour de l'IA et il commence son intervention en disant Sam Altman, donc le fondateur de ChatGPT, a fait une étude pour évaluer l'impact de l'IA sur le travail des gens. Et donc, il a fait une étude sur le revenu universel en donnant, je crois que c'est $2 000 par mois à 1000 Américains. Et au bout de 2 ans, il a regardé quel était le comportement de ces 1000 Américains comparé à la population moyenne. L'ancien ministre qui parle sur scène dit « C'est une catastrophe. Ils ont tous sombré dans l'alcoolisme, ils ont perdu le travail, ils passent leur temps à prendre des médicaments, etc. » En écoutant, j'étais dans la salle, écoutant. Donc je prends mon ordinateur, je fais une recherche, je trouve le papier de recherche qui a été publié de cette étude. La réalité
de l'étude est exactement l'inverse que ce qui a été présenté par notre ancien ministre sur scène devant plus de 1000 personnes. Cet ancien ministre a sorti un bouquin sur l'IA, il voulait vendre son bouquin sur l'IA, il voulait faire de l'extraordinaire, et il est prêt à travestir totalement la réalité des faits pour faire de l'extraordinaire. Tout ancien ministre et philosophe qu'il soit. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il faut avoir conscience du fait que on a basculé dans un monde où on a appris un respect de la vérité, en tout cas du fait de pouvoir vérifier les données qu'on publiait quand on était plus jeune. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement oublié parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, la forme instantanée prend le pas sur le fond et le temps. Et ça, on a un devoir commun tout à fait. qui est de faire en sorte que notre société soit en capacité d'inventer ce recul et de réapprendre à nos enfants cet esprit du critique. Sinon, on ne peut plus faire société, c'est certain. Pardon, je mets très longtemps à répondre à une question. Non, mais c'est super intéressant parce que, et je vais arriver à la dernière question qui m'arrive bien parce que c'est vraiment, dans Moverbase, il y a Mover. Oui. Et on parle de ça. Et effectivement, pourquoi Moverbase, justement, pour terminer? Alors, c'est une jolie histoire d'ailleurs, parce que en fait, moi, j'ai créé la société comme une société de conseil. Mais j'ai voulu immédiatement qu'on se dise, en fait, j'allais dire le mode de commercialisation du conseil est en général pas extraordinaire, quoi. On dit, je suis plus fort, plus beau et plus intelligent que les autres, donc je vaux plus cher que le voisin. C'est à peu près ça, hein. C'est-à-dire que la différence entre le consultant A et le consultant B, c'est quelqu'un qui va vous donner des conseils. Donc moi, j'ai voulu qu'on s'appuie sur une tech. Et puis un jour, en fait, la tech a pris une telle ampleur qu'on en est venu à vendre des licences. Et donc aujourd'hui, on est éditeur d'un logiciel et on ne vend plus de conseils. Ce sont nos clients qui s'inspirent grâce à l'outil Motherbase pour prendre leurs décisions par eux-mêmes. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a appelé ça Motherbase? En fait, un jour, j'ai réuni toute l'équipe en leur demandant, mais c'est quoi le next big thing de notre entreprise, qui s'appelait YouChange à l'époque. Et d'une demi-journée de travail tous ensemble, on s'est dit, et si on faisait ce logiciel qui serait la maman de toutes les bases, parce qu'on commençait à publier plein de bases dans plein de sens, et on va agréger tout ça dans un seul et même outil. Et donc voilà comment est né Motherbase. Et là aussi, ce qui est très chouette, c'est que c'est une œuvre collaborative de l'ensemble des gens qui travaillaient avec moi. C'est pas une décision du patron, c'est une intelligence collective qui a permis de trouver ce nom et de lancer le produit et le projet, qui, par exemple, aujourd'hui, permet à 50 startups de la décarbonation de trouver leur public à Tech & Fest et de faire en sorte, surtout, qu'on accélère la décarbonation de l'industrie et puis des territoires de montagne demain. Et ça, c'est super inspirant. C'est vrai que je crois que vous êtes comme moi, on a la chance d'avoir des boulots incroyables où on est content de se lever tous les matins. C'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, Motherbase, c'est ça. C'est un outil technologique d'IA qui est consciente du fait que ça n'est que de l'IA, mais qui libère l'inspiration et l'intelligence des humains pour faire mieux leur boulot demain, quoi. C'est un outil Moverbase, pour moi, je vais dire, c'est un outil qui a du fond. Voilà. C'est beaucoup de fonds. C'est des téraoctets de fonds qu'on essaye de ranger de façon claire, mais surtout en ne prenant pas les décisions à la place des gens. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes sur notre chaîne et à partager, bien sûr, cet épisode. Plus on sera nombreux à partager ces interrogations et à les enrichir, et plus on aura de chances de faire évoluer notre monde. Donc, partagez. Exactement, écoutez. partageons ces épisodes. Donc, n'hésitez pas à tout partager. Merci beaucoup.